Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce 7e épisode des 100 miniatures à connaître. Vous savez, les miniatures, ce sont des courtes parties d'échecs, des courtes parties d'attaque. Et aujourd'hui, je vais vous proposer non pas une partie, mais une double confrontation, parce qu'il y a une histoire de revanche, une volonté de vengeance. Mais patience, regardons déjà cette première partie qui oppose Richard Retier avec les blancs à Max E avec les noirs. Et Retier, il ouvre avec le pion dame, il a D4. Retier, au moment de cette partie, il a une trentaine d'années. Donc il est dans la force de l'âge. Il faut savoir que Richard Retier avait un peu révolutionné la façon de voir les échecs, puisque jusqu'à présent, on voyait les échecs comme une volonté d'occupation du centre dans l'ouverture, vous voyez. Mais Richard Retier, lui, il a prôné une autre façon de voir les échecs avec le contrôle à distance du centre. Bon, dans cette partie, il occupe le centre avec des 4, mais il y a une ouverture qui porte son nom et qui prône plutôt ses idées, avec cavalier F3. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ouverture Retier, où le cavalier vient contrôler les deux cases centrales. Les cases D4 et E5. Vous voyez, il n'occupe pas le centre, mais il contrôle à distance. Mais comme je vous l'ai dit, dans cette partie, il joue de manière classique, il joue D4. Et Max E. Max E, lui, il n'est pas dans la force de l'âge comme Richard Retier. En fait, c'est un jeune joueur qui émerge sur la scène internationale à cette époque. Il a une vingtaine d'années, il joue F5. C'est un mathématicien. Mais il va devenir, une quinzaine d'années plus tard, après cette double confrontation, il deviendra champion du monde d'échecs. Et donc dans cette partie, il joue F5, ce qu'on appelle la défense hollandaise. Il mobilise le pion de l'aile pour contrôler la case centrale, E4. Alors comment réagir? Comment Retier réagit? Bien, Retier va réagir de manière assez violente dans cette partie. Il va immédiatement jouer E4. Alors même qu'il y a un pion en F5. C'est une manière de dire aux Noirs qu'ils n'en ont rien à faire de leur pion en F5, ils jouent quand même E4. Alors Max E, il prend. Richard Retier, maintenant, il joue cavalier C3. Il veut récupérer son pion au centre, en ayant conservé le sien, le pion D4. Alors Max E s'accroche, il joue cavalier F6. Et maintenant, fou G5. Donc le fou se développe rapidement. Il met en pression le cavalier. Il peut y avoir un possible échange avec récupération du pion central. Et puis vous pouvez remarquer que Richard Retier, ici, il est très agressif. Parce qu'il sacrifie un pion dans l'ouverture, il se développe rapidement, il met des pressions, mais surtout, il développe les pièces de son aile dame avant de développer les pièces de son aile roi. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Retier, il cherche à faire grand roc dans cette partie. Donc quand vous voyez votre adversaire développer le fou C1 avant le fou NF1, c'est souvent qu'il y a des volontés de grand roc. Et vous savez que si la partie mène à des rocs opposés, ça donne des jeux très tranchants, des jeux d'attaque. Alors, que fait Max E? Ici, il va jouer G6. Alors on pourrait se dire que les blancs peuvent échanger le fou contre le cavalier pour récupérer le pion, mais non. Retier, il joue F3. Il veut prendre le pion E4 avec le pion F3 pour obtenir un fort centre de pion. Mais vous allez me dire, d'accord, mais les noirs peuvent prendre, et après le cavalier prend, les noirs ont gagné un pion. Oui, c'est vrai, les noirs ont gagné un pion. Ils ont un petit avantage statique à long terme, le fait de posséder un pion de plus. Mais Richard Retier le fait à dessein. Il a la volonté de donner ce pion pour obtenir un avantage de développement. Vous pouvez remarquer qu'il y a 3 pièces développées contre une seule. Il y a un pion au centre. Il y a une possibilité rapide de grand roc. Donc Richard Retier veut un jeu vraiment agressif, dynamique. Fou G7 joué par Max E. Fou D3. Et là, Max E, il hésite à faire petit roc. Parce qu'il sent que les blancs veulent faire grand roc et mener une position avec des attaques de roc opposés. Il subodore ça. Par exemple, s'il faisait petit roc, c'est pas ce qu'il a fait, mais s'il faisait petit roc, certainement que Richard Retier jouerait dame D2, préparant le grand roc. L'association de la dame et du fou sur sa diagonale permettrait de jouer fou H6 pour éliminer le fou G7, un des principaux défenseurs du petit roc noir. Le pion H soutenu, propulsé par la tour en H1, pourrait s'élancer au combat, H4, H5, pour aller détruire ce qui reste de la couverture de pion du petit roc noir, avec le fou également qui attaque. Vous voyez, il y aurait toutes les pièces blanches qui se mettraient à l'assaut du roc noir. Alors que finalement, si le roi blanc il fait grand roc, qu'est-ce qui se passe contre le grand roc blanc? Vous voyez que les pièces noires ne sont pas développées pour attaquer, en fait. Donc la partie tournerait qu'à l'avantage des blancs ici. C'est pourquoi, dans cette position, Max E, il ne veut pas faire petit roc tout de suite. Il va essayer de préparer une contre-attaque sur l'autre aile. Il va jouer C5. Avec la volonté de dévier le pion D. Par exemple, si les blancs prennent, c'est pas ce qui s'est passé, mais si les blancs prennent, peut-être dame A5 qui vient attaquer C5, qui vient clouer le cavalier en C3, peut-être des choses comme ça.
Mais Réti, lui, il veut conserver la nature fermée du centre, il va le contrepousser en D5, et il a toujours la volonté, en cas de petit roc, de jouer dame D2 et de faire grand roc. C'est pour ça que Maxeux joue dame B6, et il attaque le pion en B2. Vous croyez que ça va gêner Richard Réti? Non, il va jouer dame D2 quand même, préparant le grand roc. Oui, mais le pion B2 reste sans défense. Finalement, Réti, il n'a pas défendu son pion B2, mais vous prendriez ce pion B2? Parce que Max E, il l'a pris. Il a relevé le défi, il a été prendre ce pion B2. Mais en réalité, c'est un pion empoisonné. Il valait mieux s'abstenir de prendre ce pion B2. Il valait mieux, par exemple, jouer D6. Mais il a pris en B2. Alors, la prise en B2, ça attaque la tour. Tour B1, joué donc par Réti. Tout le monde a compris que ici, tout se protégeait avec les blancs. Hein. La dame protège le cavalier protège la tour attaque la dame, le cavalier protège le pion. Il y a un gros réseau défensif. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Max? Je ne vous montre pas tout de suite le coup qu'il a fait. Je vous montre ce qui se serait passé sur dame A3, qui est la seule case de repli de la dame. Sur dame A3, certainement, cavalier B5 pour attaquer la dame et chercher la fourchette en C7. Et si dame prend A2, on va peut-être pas faire la fourchette en C7 tout de suite, quoique on pourrait le faire, mais on peut faire aussi petit roc pour que les tours se défendent et menacer la fourchette et l'enfermement de la tour. Et même si les noirs jouent cavalier A6 pour défendre la case, il y a tour 1 qui attaque la dame, et après dame B2, on peut jouer l'autre tour. Et la dame noire cherche ses cases. Elle n'en a pas, en fait. La dame serait coincée. Voilà pourquoi, après le coup de tour B1, Maxeux n'essaye pas de s'enfuir avec sa dame. Alors pourquoi il a fait ça? Vous allez me dire quand même, c'est un joueur de premier plan. S'il joue pas dame A3, il va perdre sa dame. Sauf qu'en fait, Maxeux, il avait préparé une contre-attaque. Astucieuse. Mais il n'avait pas vu assez loin. Il a fait cavalier prend D5. L'idée, c'est que si le cavalier prend, il y a dame prend tour échec, avec l'enfilade roi tour, et que s'il y a tour prend dame, eh bien le départ du cavalier a découvert le fou, et donc il y aurait fou prend C3, lequel protège le fou qui vient clouer la dame, et les noirs vont se rembourser. Finalement, ils vont même être mieux dans cette position. Donc, dans la partie, après tour B1, c'est cavalier prend D5. Et que fait Richard Réti alors? On vient de dire que sur cavalier prend, il perd la tour, et sur tour prend, il perdra le cavalier, et les noirs pourront récupérer la dame. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? En plus, son cavalier C3 est attaqué 3 fois, donc il ne peut pas ignorer cette attaque. Eh bien, il va prendre en D5 quand même. Alors, Maxeux, il prend la tour sur échec, roi F2. Et il prend l'autre tour, 2 tours gagnés pour Maxeux. Mais fou prend E7. Les noirs ont bien gagné 2 tours, mais pour l'instant, les tours noirs, elles ne jouent pas. Et le roi noir, il est privé de cases. Il n'a qu'une seule case, la case F7, mais il pourrait se faire attaquer par cavalier G5. Et on voit qu'il n'a pas d'abri, ce roi. Et la partie va tourner justement autour de ce roi, autour du manque d'abri de ce roi. D6 a été joué pour essayer de donner un peu de développement au noir, même si ça perd le pion. Là, les blancs rêvent d'amener la dame en E7 pour faire mat. Donc cavalier C6 développe le cavalier en contrôlant la case. Fou B5 vient clouer. Fou D7 décloue. Fou prend C6. Et là, on peut s'attendre à fou prend, mais c'est pion prend qui reprend. Pourquoi? Pourquoi c'est le pion qui reprend? Si c'est le fou qui reprend, il va y avoir des dames 3 échecs, et le roi ne pourra pas se réfugier en D8 parce qu'il y aura des dames 7 et dame C7. Regardez, par exemple, si c'est fou prend, dame 3 échec. Si le roi vient en D7 ou en D8, eh bien, il va y avoir dame 7, et comme il n'y a pas le fou ici, ça finit par mat. C'est pour ça que Maxeux il veut conserver le fou ici, pour pas que la dame puisse aller en C7. Vous allez me dire, oui, mais le roi pourrait aller en F7. Et là, il se prend une attaque aussi. Dame 7 échec, roi G8 et dame 6 échec et mat, avec les 2 diagonales. Donc dans la position, après fou prend, c'est pion prend. Dame 2 échec, c'est pas dame 3 qui a été joué, du coup, c'est dame 2. Alors, le roi, il peut venir en D8 ou en F7. Dans la partie, il est venu en D8, mais s'il était venu en F7, c'est l'attaque du cavalier. Donc, roi G8. L'autre cavalier, pour débusquer le roi, alors il n'a que la case F8.
Le cavalier peut prendre en C6 en faisant échec, donc il faut retourner en G8. Maintenant, la diagonale est ouverte, dame C4. On peut mettre le fou, mais dame prend mat. C'est pourquoi, dans la partie, après dame de échec, le roi ne va pas en F7. Il sait que le cavalier va venir en G5, roi G8, l'autre cavalier, il se prend toute l'armée blanche contre lui. Donc non, le roi, il ne va pas en F7, il va en D8. Mais comment les blancs, ici, peuvent finaliser l'attaque contre le roi? Maintenant, il y a échec et mat en deux. En deux coups seulement. Est-ce que vous allez trouver? Eh bien, il faut jouer fou C7 échec. Comme la dame contre la colonne, obligé d'aller en C8. Et dame A6. Échec et mat. Belle partie de Recharetti où il a quand même un peu humilié Maxeux avec ce double sacrifice de tour. Il a montré sa créativité et sa force tactique et créative qui était bien supérieure à l'époque à Maxeux. Alors Maxeux, il va chercher la revanche, il va chercher à se venger. Regardez cette partie, cette deuxième partie. C'est maintenant Max E qui a les blancs. Et il n'a pas ouvert avec le pion dame comme avait fait Recharetti, il ouvre avec le pion roi, E4. E5, cavalier F3, on se développe, on attaque le pion E5, c'est classique, cavalier C6, on défend. Fou C4, bon ça c'est classique aussi, le fou pointe la faiblesse du pion en F7, cavalier F6. Et là, il y a plusieurs coups qui existent, le coup cavalier G5 pour les taquiner, le pion F7. On peut défendre aussi E4 avec D3 ou cavalier C3. Mais ici, Maxeux, il joue D4. Il est très ambitieux au centre. Alors, pion prend. Petit roc. Et vous voyez toute l'agressivité de Maxeux. À l'agressivité finalement de Recharetti lors de la première partie, bien Maxeux répond par la même agressivité. Qu'est-ce qu'il avait fait, Recharetti? Il avait commencé par le pion dame, et puis après il avait joué E4, il avait sacrifié le pion roi. Et bien là, Maxeux il fait l'inverse, il a commencé par le pion roi, puis il a sacrifié le pion dame. Mais pour obtenir finalement un avantage de développement. Certes, les noirs ont deux pièces développées comme les blancs, mais les blancs ils ont déjà fait roc, pas les noirs. En plus, le pion au centre ici peut venir déstabiliser le cavalier noir par la poussée E5 par exemple. Quant au pion D4, il est assez moribond, on peut le récupérer facilement. Alors c'est aux noirs de jouer, ils ont été prendre en E4. Tour 1, le clouage. D5 vient défendre le cavalier qui est cloué. Et là, le sacrifice. Fou prend pion. Alors, les noirs prennent. Et maintenant, cavalier C3. C'est joli, ça s'appuie sur un double clouage. Le cavalier E4 qui est cloué de manière absolue parce qu'il y a le roi derrière, donc le cavalier n'a absolument pas le droit de bouger. Et le pion D4 qui est cloué, lui, de manière relative. Il peut aller prendre le cavalier, mais on ne lui conseille pas parce que ça perdrait la dame derrière. Donc du coup, personne ne peut toucher au cavalier C3, le cavalier attaque la dame et attaque le cavalier en E4. Donc la dame se décale, et là le meilleur coup pour les blancs aurait été de récupérer le cavalier. Alors on peut le récupérer avec tour prend E4 échec, mais souvent c'est le cavalier qui prend l'autre cavalier qui est joué. Comme ça menace des découvertes. Dès que le cavalier part, il y a la tour qui attaque le roi. Mais Maxeux, il n'a pas pris le cavalier en E4. Il a préféré prendre en D4, en se disant que de toute façon, le cavalier E4, il est condamné. Alors il y a eu un échange, cavalier prend, dame prend. Elle n'est pas si condamnée que ça, parce qu'il y a F5 qui vient le soutenir. Alors là, vous êtes peut-être nombreux, là, en train de regarder votre téléphone ou votre ordinateur, en vous disant, ben non, mais le cavalier, en fait, on peut l'attaquer par F3. On va lui piquer la croupe à ce cavalier parce qu'il est cloué sur la colonne. Mais surtout pas, il ne faut pas jouer F3. Parce que si vous jouez F3, vous ouvrez cette diagonale contre votre roi. Et les noirs peuvent en profiter avec le coup fou C5. Le fou est protégé, attaque la dame qui est clouée, et vous perdez votre dame si vous faites ça. Donc on ne mobilise pas le pion F non plus, n'importe comment dans cette position. Donc, et on ne peut pas faire cavalier prend cavalier, parce qu'il y a dame prend tour mat. Alors qu'est-ce que fait Maxeux? Il joue fou G5. Il sait que le cavalier noir ne peut pas prendre à cause du clouage, et le fou va lui permettre de jouer dame D8. Ça ne sera pas mat parce que le roi pourra venir en F7, mais il va partir en balade. Finalement, Maxeux, il joue cette position où, rappelez-vous, Recharetti, il avait sacrifié du matériel. Maxeux, il a sacrifié une pièce aussi, mais il a de l'attaque quand même. Parce que le roi noir va avoir du mal à trouver un abri. Toutes les pièces blanches sont développées, les tours sont en liaison. Les blancs sont à l'attaque finalement. Et une des seules pièces développées des noirs, c'est le cavalier E4 qui est cloué, en fait, qui ne peut pas bouger. Alors qu'est-ce que va faire Recharetti? Il va jouer en C5. Il va chercher l'échange des dames. Parce que sur dame prend, c'est bien sûr le fou qui reprend. Mais Maxeux, qui a une pièce en moins, il va bien sûr décliner l'échange des dames et il va venir faire échec, comme prévu. Roi F7. Après, il prend le cavalier.
prise et ramène sa tour en D1. Toujours une pièce de moins pour Maxeux, mais l'attaque. Et Recharetti, il va jouer fou D6. Il développe son fou agressivement contre le pion H2, et la tour attaque la dame. Alors bien sûr, la dame peut prendre la tour, c'est ce qui s'est passé dans la partie, mais du coup, la dame s'est désolidarisée du fou, ce qui permet à la dame noire de prendre le fou. Et on a comme ça une paire de fous, plus la dame qui vise en direction du roi blanc. D'ailleurs, la menace pour les noirs, c'est de jouer fou H3. Parce que la tour attaquera la dame, et le fou et la dame menaceront de... Enfin, la dame menacera de prendre le pion G2 sous le soutien du fou en H3, avec la menace de mat. Alors là, ça commence à être la contre-attaque de Recharetti. Alors Maxeux, qu'est-ce qu'il joue? Il va jouer F4, avec l'idée que si la dame prend, il y a tour F1, clouage fatal pour les noirs, ils perdent leur dame. Et la dame ne peut même pas les prendre en H2, parce qu'elle n'a pas le droit de bouger, en fait. Alors on pourrait prendre du fou, mais Recharetti joue dame H4, plutôt. Tour prend E4. Menace peut-être d'arriver en E8 avec la dame, sous le soutien de la tour. Et là, Recharetti, il envoie fou H3 quand même. Avec la tour qui attaque la dame. Donc la dame vient prendre la tour. Vous vous rappelez quand on avait parlé de l'avance du pion F et de sa diagonale ouverte? Eh bien, fou C5 échec. Maintenant, on a une confrontation de deux fous contre deux tours. Roi H1. Et là, que feriez-vous avec les noirs? Vous allez trouver la combinaison de Recharetti, la combinaison d'attaque de mat contre le roi blanc. Attention, il faut aller vite, il ne faut pas laisser le temps aux blancs de ramener leur dame en E8 et de recontre-attaquer sur le roi noir. Eh bien, Recharetti, il a fait fou prend G2 échec, il ne laisse pas le temps. Donc, roi prend, forcé. Dame G4 échec. Si le roi vient en H1, c'est dame F3 mat avec les deux diagonales. Donc roi F1, dame F3 échec, obligé à aller en E1, dame F2 mat, échec et mat. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? Dans cette envie de revanche et de vengeance de Maxeux, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Recharetti lui a refait le même coup que la première partie. À quelques mois d'intervalle entre les deux parties, il lui a resacrifié ses deux tours. Donc on a un quadruple sacrifice de tours en deux parties contre un joueur qui deviendra champion du monde. C'est certainement un des cas uniques. Il doit avoir, Recharetti, le record de double sacrifice de tours contre un champion du monde d'échecs. Enfin, bon, il n'était pas encore champion du monde, mais voilà, c'est pour la petite histoire. Donc voilà, une revanche qui a mal tourné pour Maxeux. Alors, Recharetti, il est décédé assez tôt, la quarantaine, il avait une santé un peu fragile, donc il est décédé à 40 ans. Il a laissé pas mal d'idées, bien sûr, dans le jeu d'échecs, mais également des positions célèbres, notamment une position de finale, la position de Réti, qu'on abordera bientôt dans ma série, vous la connaissez, vous la connaissez peut-être, vous ne l'avez peut-être pas tous vue, mais la nouvelle série que j'ai mis en place, des 100 finales à connaître, avec pareil des finales historiques, avec des anecdotes que je vous invite à suivre. Si vous ne la connaissez pas, cette série, je vous invite à cliquer dessus, parce que je sais que vous avez été moins nombreux à suivre la série des 100 finales à connaître, plutôt que cette série, blablabla, des 100 miniatures, des 100 parties d'attaque à connaître. En tout cas, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à me mettre des pouces, des commentaires, et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous. Mais qu'est-ce que je vois là? Ah, un super magazine d'échecs. Ah non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, les mots fléchés, ah bah. Pas de chance pour moi.